Bonsoir et bienvenue à ceux qui nous retrouvent dans Intégral Week-end. À moins d'être totalement coupé du monde, vous n'avez pas pu ne pas entendre parler du hashtag MeToo qui s'est emparé des réseaux sociaux et qui a fait l'effet d'une bombe. Le déclencheur, évidemment, c'est l'affaire Weinstein. Le catalyseur, le ras-le-bol de millions de femmes, mais toutes, évidemment, ne sont pas sur les réseaux sociaux. On va d'ailleurs y revenir. Face à l'attitude de certains hommes qu'elles ont croisés dans leur quotidien, sur leur lieu de travail, pendant leurs études, dans des fêtes, dans les transports, bref, le harcèlement peut intervenir n'importe où. Une Française sur deux dit en avoir été victime, mais c'est sans doute plus, ça dépend évidemment de l'appréciation de chacune. Peut-être aussi certaines n'osent pas mettre de mots sur ce qu'elles ont ressenti à ce moment-là. On va en parler avec nos trois invités. Bonsoir Carole Galland. Bonsoir. Vous êtes journaliste à l'initiative d'ailleurs du mouvement MeToo qui a eu lieu aujourd'hui. À vos côtés, il y a Marion Georgel. Vous êtes porte-parole d'Oser le féminisme. Bienvenue, merci de nous avoir rejoints. Et puis Clara Gonzalez, vous êtes membre de la Fondation des femmes. Bonsoir. Alors il y a eu plusieurs rassemblements aujourd'hui, y compris en région. Pourquoi avoir choisi de porter, je ne vais pas dire le débat, parce qu'a priori il n'y a pas débat, mais le message dans la rue aujourd'hui, Carole Galland? En fait, c'est vrai qu'on a vu les hashtags MeToo inonder Facebook. On a vu les femmes commencer à libérer leurs paroles, commencer à raconter des histoires. Et c'est vrai que c'était dommage d'en faire juste un petit buzz sur les réseaux sociaux. J'ai pensé à mes amies qui ne sont pas toutes sur Facebook et même les femmes de la génération d'au-dessus qui le sont encore moins et qui ont vécu elles aussi, bien sûr, des agressions, des violences sexuelles. J'ai vu aussi les hommes qui commençaient à s'interroger et je me suis dit que peut-être les femmes étaient prêtes à être ensemble et à combattre ce phénomène. Ouais. Le but, c'était aussi d'échanger, de libérer la parole, d'entendre peut-être le témoignage de certaines. Vous y étiez aussi au rassemblement? Absolument. Évidemment que la première étape pour que les choses changent, c'est que les femmes se parlent, prennent conscience qu'elles ne sont pas seules, et avant ensuite d'engager des démarches un peu plus conséquentes. Mais effectivement, déjà, rien que le fait de briser le silence, parce qu'il y a une vraie culture du silence en fait, qui est imposée aux femmes sur la question des agressions sexuelles et du harcèlement. Et là, le fait de se rendre compte qu'effectivement nos amis, nos sœurs, nos copines, nos profs même, enfin des femmes vraiment de toute catégorie sociale, dans tous les contextes, que ce soit au travail, à la maison, etc., ont pu vivre au moins une fois dans leur vie, malheureusement c'est rarement qu'une fois, ce genre de comportement, ce genre d'agression masculine. Évidemment que ça fait du bien de voir cette parole se libérer. Après, ça ne suffira pas, mais c'est déjà une énorme... Il faut voir l'étape d'après, sans doute. Vous le disiez à l'instant, ça n'est pas générationnel. Mais le silence, peut-être, l'était. Pourquoi nos aînés se sont tus à ce point? Est-ce qu'il y a une nouvelle génération qui est prête à prendre le problème à bras-le-corps et à assumer tout ça aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si c'est une question de génération, mais en tout cas, là, il y a une lame de fond qui prouve qu'il y a bien un changement social qui est en train d'arriver. Je pense qu'effectivement, avec l'affaire Weinstein, il y a eu une prise de conscience. Les médias en parlent, la société en parle. C'est assez impressionnant de voir comment ça a envahi toutes les couches de la société. Les entreprises, la pause café, les dîners de famille, les soirées entre amis. Tout le monde parle du sujet des violences faites aux femmes. C'est un peu la preuve aujourd'hui que les femmes, elles parlent si on les écoute. C'est très très difficile de parler dans le vide. C'est très très difficile d'aller dans un commissariat où son problème, il ne va pas forcément être très bien traité. Donc ce mouvement-là, il est en train de légitimer la parole des femmes. C'est très très important. C'est une lame de fond. Ça va aussi devenir une opportunité politique à ne pas rater pour le gouvernement et les pouvoirs publics. Alors, Carole Galland, l'affaire Weinstein, évidemment, ça a été tellement énorme qu'on ne pouvait pas passer à côté. Mais il y a eu d'autres signaux avant-coureurs, y compris en France. Il y a eu l'affaire de certains quartiers de Paris où les femmes étaient soit agressées, soit ne pouvaient pas se rendre sous prétexte qu'elles étaient femmes. On l'a bien vu même dans les médias. Il y a eu des journalistes qui ont filmé en caméra cachée. Il n'y a pas si longtemps, il y a eu des documentaires consacrés à ça. Il y a eu aussi l'affaire Flavie Flament. Pourquoi la parole n'a pas pu se libérer avant? Pourquoi il a fallu un scandale à Hollywood pour qu'en France, ça crée une sorte d'effet papillon? Je pense qu'en fait, on a été éduqués. Enfin, finalement, la libération de la femme date pas d'il y a si longtemps. Et en fait, on est des générations de mère en fille à vouloir se protéger, à dire fais attention, sors pas comme si, mets pas de rouge à lèvres, fais attention à ce que tu fais, avec qui tu sors. Et c'est vrai que j'ai pu remarquer aussi dans les témoignages que la plupart des femmes minimisaient leurs propres expériences parce qu'il y a toujours pire en fait. Et donc quelque part, oui, on se sent
recluse, on se sent seul, comme vous disiez tout à l'heure. Et c'est vrai que peut-être les prises de parole successives ont encouragé les femmes à se dire, en fait, on n'est pas seul, on est toutes à avoir subi ça. Et peut-être que ça a permis de libérer vraiment la parole. Ouais. À partir de quel moment on considère qu'il y a harcèlement? Parce qu'on a entendu quand même dans certains discours dire attention, il faut savoir qu'il y a aussi de la drague. Et à quel moment s'arrête la drague et commence le harcèlement? Pour que les gens qui nous regardent, qui ne sont pas forcément toujours d'accord, puissent comprendre ça, cette notion. Voilà, pour moi, la drague, c'est quelque chose, c'est un échange. Il y a une réciprocité dans le contact, enfin dans la prise de contact. C'est vraiment un échange. Le harcèlement, c'est pas un échange. Le harcèlement, que ce soit du harcèlement sexuel d'ailleurs ou du harcèlement moral, les deux sont souvent liés, mais les définitions sont un petit peu différentes quand même. Mais dans tous les cas, le harcèlement, c'est une personne, un homme, qui va avoir un comportement lourd, Insistant, parfois humiliant même, envers une femme qui refuse en fait Alors parfois c'est clair, c'est dit, c'est non, et pourtant la personne en face ne l'entend pas. Donc malheureusement, là ça se transforme en harcèlement. Parfois, effectivement, c'est dur de dire non, mais il y a quand même un moment où si la femme ne répond pas, si effectivement il y a une fuite du regard, une fuite physique, et que la personne continue, suit la femme, c'est du harcèlement. Donc il y a toujours ce côté où oui, mais à quel moment on sait que si c'est une drague lourde ou pas? En fait, parler de drague lourde, déjà, dans les termes, c'est dérangeant. Il y a souvent la notion d'autorité qui est associée, des femmes qui se sentent harcelées parce qu'il y a quelqu'un qui était en position, en l'occurrence un homme, peut-être pas seulement d'ailleurs, mais souvent un homme en position d'autorité hiérarchique, souvent. Ça a été le cas notamment avec l'affaire Weinstein, puisqu'il faisait figure d'autorité dans le milieu du cinéma et des producteurs hollywoodiens. Mais pas seulement, ça peut intervenir au quotidien avec un parfait inconnu. Il faut quand même le rappeler. Les agissements de certains hommes sont liés, on le voit, à un sentiment d'impunité. Est-ce que ça peut donc changer si on y associe aujourd'hui un sentiment de honte ? Tout à fait. Sur l'inversion de la peur aussi, c'est très intéressant. On disait avant, les femmes ont peur. Aujourd'hui, peut-être que ce serait bien que les hommes qui ont commis des actes graves, ce soit eux qui aient peur. Sur la question aussi du consentement et de la frontière entre le harcèlement et la drague et la blague sexiste, il y a un chiffre qui est très intéressant. Il y a une femme sur 5 qui se déclare victime de harcèlement au travail, harcèlement sexuel. Et il y a un peu plus de 60% des femmes qui racontent vivre des blagues sexistes au travail. Donc on voit bien que les femmes, elles savent très bien faire la part des choses. Donc en réalité, les hommes aussi. Sur la question du sentiment d'impunité, et d'ailleurs, le fait d'avoir de l'autorité sur la personne qu'on harcèle est un facteur aggravant dans la peine. Donc c'est important de le rappeler aussi. C'est particulièrement grave parce qu'on est effectivement dans une position de domination par rapport à quelqu'un qui donc aura encore plus peur de dire non, là où l'omerta sur les violences sexuelles existe encore. J'espère que la libération de la parole à laquelle on assiste grâce à l'affaire Weinstein et au mouvement MeToo sur les réseaux sociaux qui s'est rassemblé concrètement aujourd'hui dans la vraie vie, cette libération, elle permet d'arrêter de dire « c'est pas grave ». En fait, la main aux fesses, la blague qu'on a subie, la réflexion dans la rue, les garçons, aujourd'hui, ils vont plus dire, et les hommes, « oh, c'était pas très grave », parce qu'ils se rendent bien compte que cet ensemble de violences, c'est des limites dans la vie des femmes. C'est des limites pour des progressions de carrière dans les entreprises. Donc ça touche aussi à l'autonomie économique. C'est tout cet ensemble-là qui aujourd'hui est mis en lumière grâce à cette lame de fond, à ce mouvement national et d'ailleurs un peu international aussi. Et puis aussi les conséquences que ça a, y compris dans le monde du travail. Est-il vrai que l'écrasante majorité, je crois 90 ou 95% des femmes qui subissent du harcèlement sur leur lieu de travail sont forcées de quitter leur poste dans les mois, dans l'année qui suit? Ça, c'est un chiffre qui a été c'est confirmé. Un chiffre aussi dont parle beaucoup l'association qui lutte contre les violences faites aux femmes au travail, la VFT, qui fait un travail remarquable et qui le souligne très justement. Plus de 90% des femmes qui dénoncent leur harceleur perdent leur travail. Donc c'est la double peine en fait. Ouais. Absolument. On ne les entend pas. Enfin, jusqu'ici, on ne les entendait pas, on ne voulait pas voir en fait. C'est ça que vous dites. Exactement, et je pense que d'ailleurs ça questionne un peu le rôle de l'entreprise. Dans la lutte contre les violences faites aux femmes aujourd'hui, tous les acteurs de la société, ils ont un rôle à jouer. Les citoyens, les citoyennes, les entreprises
et le gouvernement. Nous, par exemple, à la Fondation des femmes, on va organiser notre propre course solidaire pour lever des fonds et les redistribuer pour renforcer l'accompagnement des femmes vers la justice. Les citoyens, ils peuvent s'engager dans des associations, les entreprises, elles peuvent mettre en place des structures et le gouvernement, il peut apporter une réponse de politique publique à la hauteur des attentes des femmes aujourd'hui. Carole Galland, qui sont ces hommes? Il n'y a pas de profil type, en fait. Ça a lieu dans toutes les couches socio-professionnelles. Au fond, on se dit, est-ce que l'éducation des hommes, dès leur plus jeune âge, a quelque chose à y voir? Ou c'est le sentiment collectif qui bien prévaut? sûr. Déjà, il faut savoir que peut-être là où la parole s'est libérée aussi, c'est peut-être aussi les hommes qui ont réalisé que peut-être ce n'est pas que des cas isolés d'inconnus dans la rue, dans le métro, dans des boîtes de nuit. En fait, je crois qu'il y a plus de 80% des agressions et des harcèlements qui ont lieu dans l'environnement direct des femmes, c'est-à-dire chez elles, sur leur lieu de travail, quand elles vont voir un médecin, quand elles vont voir un avocat. Ça peut arriver tout le temps. Donc effectivement, je pense qu'il y a un sérieux problème éducationnel. J'ai lu il n'y a pas très longtemps un billet de blog d'un homme qui racontait par exemple que le premier film qu'il avait vu quand il avait 6 ans, c'était Star Wars avec Harrison Ford. Comment ça se passe avec la princesse Leia? Elle lui dit non 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il finit par la plaquer contre un mur, à l'embrasser. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Il tombe amoureux. Globalement, c'est quoi le message? C'est-à-dire que globalement, les hommes peut-être grandissent avec une vision fausse de ce que doivent être les rapports homme-femme et surtout une vision fausse de ce qu'est la virilité. La virilité, c'est pas la domination, c'est pas la violence, c'est l'intelligence en fait. Je pense que c'est aussi cette question de virilité qui doit être réfléchie peut-être. Oui, ça c'est très grave ce que vous dites, parce qu'en fait, on se rend compte à quel point l'aspect culturel a de la prise aussi sur les individus, tout autant que l'éducation qui peut être portée par une mère. Dieu sait que les mères, en général, ne sont pas sexistes et vont tout faire pour être les plus bienveillantes possibles, mais c'est aussi le rôle de la société au sens large. Et là, elle porte une responsabilité très forte. Absolument. Mais juste pour revenir sur le fait que les mères ne sont pas forcément sexistes, malheureusement, il y a aussi ce côté du fait de la culture, de l'éducation, etc. Souvent, les femmes reproduisent en fait les schémas de domination, d'inégalité femmes-hommes. Donc bien sûr que c'est pas forcément conscient, mais de la part des hommes comme de la part des femmes, il y a vraiment une reproduction justement des inégalités. Et donc effectivement, comme le disait Carole Galland, le fait que une mère ou un père va enseigner, va dire à sa fille, rentre pas trop tard le soir, mets pas de talons, enfin voilà, ah oui mais il faut pas t'habiller comme ça si tu sors, etc. Et jamais ne va dire à son fils, par contre, le consentement c'est important, quand une femme te dit non, ça c'est pas possible, tu t'arrêtes. Ça, c'est pas ça. Ça permet la reproduction ensuite des schémas. Ça crée déjà un conditionnement. Un conditionnement. La honte doit changer de camp. Mais est-ce que vous craignez pas finalement que l'effet du moment ne s'atténue? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les circonstances qui ont fait qu'on parle beaucoup de cela en ce moment puissent perdurer et qu'on porte le débat sur la place publique, mais pas uniquement parce qu'il y a des faits qui ont été rapportés dans les médias? Comment on fait pour enclencher un vrai débat de société de fond? Vous parlez à juste titre de l'éducation. L'éducation, ça fait partie des points clés d'entrée de la mise en place des grands plans, des Grenelles qu'on a mis en place. Aujourd'hui, si on veut mettre en place un Grenelle de lutte contre les violences faites aux femmes, il va falloir le penser multifacette. L'éducation, c'est l'une des facettes. La sensibilisation, les plans de communication à l'échelle sociétale, c'est l'une des facettes. Et les modifications de loi, c'en est une autre. Donc si on veut que cette lame de fond qui existe aujourd'hui et qui d'ailleurs continue, je pense on n'a jamais vu ça, que ça dure aussi longtemps et puis que ça devienne central dans la société, si on veut qu'elle continue. Il va falloir que tous les acteurs de la société s'en emparent. Il va aussi falloir surtout que le gouvernement, qui commence tout de même vraiment à se pencher sur la question, c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un président a parlé des violences faites aux femmes dans une interview télévisée à 20h. Donc on est quand même sur des changements avec des indicateurs qui sont significatifs. Ce gouvernement-là, il va falloir que changer la loi, c'est bien, mais qu'il peut-être prenne en compte aussi de manière un peu plus globale, et on espère qu'il entendra ces demandes en travaillant main dans la main avec les associations, mettre en place un changement de société. Est-ce qu'il faudrait par exemple en faire une grande cause nationale, comme on l'a souvent vu avec d'autres problèmes de société ? C'est déjà une grande cause nationale. Maintenant, pour qu'il y ait un Grenelle, il va falloir arrêter la politique des petits pas et peut-être, comme on l'a fait avec la sécurité routière, mettre en place des plans plus globaux qui prennent en compte l'éducation, la sensibilisation et la formation aussi, évidemment, des acteurs du milieu judiciaire.
Il y a eu un autre hashtag qui a été, lui, plus décrié, c'est le balance ton porc. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui s'offusquent, qui parlent de dénonciation abusive, de délation aujourd'hui? Je vous vois sourire, mais... Oui, effectivement, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a beaucoup parlé de délation, de tribunal sur Internet, etc. Alors qu'en fait, les femmes ont très peu nommé les femmes qui ont tweeté. Ça reste à la marge. Ça reste à la marge. Et après, ce qu'on répond, c'est que si les femmes éprouvent le besoin et ont le courage de le nommer, pourquoi pas. Après, de toute façon, c'est extrêmement difficile de nommer par peur des représailles. Et puis, certaines ont aussi quand même des procédures en cours. Enfin, voilà, c'est quand même très courageux de toute façon de prendre la parole, en nommant ou pas, mais en fait, l'énorme majorité des femmes qui se sont exprimées n'ont pas osé nommer parce qu'il y a cette crainte concrète dans la vraie vie. C'est vrai que c'est une chose d'être une actrice reconnue et entendue et d'être une femme lambda qui subit ça au quotidien. Est-ce qu'on a quand même besoin, en la matière, de figure de proue aujourd'hui ? Je pense qu'aujourd'hui, au rassemblement, il y avait des femmes qui en avaient jamais parlé. On a vu des femmes pleurer, des femmes de 70 ans qui avaient vécu des choses atroces quand elles en avaient 15, qui n'en avaient jamais parlé à personne. Il y a très peu de personnes qui subissent des viols, qui se font suivre psychologiquement par la suite. Ça reste effectivement un mélange d'émotions très complexes, de honte, de culpabilité, de colère, d'isolement. Je pense que les femmes sont très isolées et que ça leur a fait énormément de bien de se retrouver aujourd'hui pour porter ensemble un message, parce que je pense que les femmes ont besoin de se sentir épaulées. Je pense qu'il y a plein de démarches qu'un certain nombre de femmes ne peuvent pas faire seules parce qu'elles n'ont pas les informations, elles ont peur, peut-être elles sont allées dans un commissariat, leur plainte n'a pas été reçue, peut-être qu'elles en ont parlé à leur famille qui ne l'a pas cru. Voilà, ça reste très très compliqué de libérer cette parole, et c'est vrai que d'amener le rassemblement dans la vraie vie, ça a permis de faire un effet de masse qui va libérer encore progressivement les paroles d'autres femmes qui se sont tues jusque-là. Ouais. On a parlé d'éducation, on a parlé de paroles qui se libèrent. Il y a aussi l'aspect législatif. Est-ce qu'il faut légiférer sur ces questions? Comment on le fait? Ça paraît compliqué sur certains aspects de ces questions. Et notamment pour les qualifications de viol, des faits qui sont prescrits par le temps. Comment on peut faire en matière de harcèlement pour légiférer dans un cadre bien établi? Alors aujourd'hui, il y a quand même déjà des lois qui existent, qui condamnent pénalement et qui permettent aussi aux prud'hommes de prendre en compte le harcèlement de manière vraiment plutôt cohérente. On a un système législatif en France qui est vraiment plutôt correct. Il y a encore des... Elles sont adéquates aujourd'hui, ces lois, selon vous? Aujourd'hui, les lois sont globalement, je pense, adéquates. On a un arsenal législatif qui n'est pas mauvais en France. Il y a des petites améliorations qui peuvent être faites. C'est discuté aujourd'hui, par exemple, sur la question de la présomption pour des enfants qui auraient moins d'un certain âge. L'allongement de la prescription, ça peut être bien pour permettre à des personnes qui, à cause de l'effet de sidération et de traumatisme, se souviennent des faits plus tard, ce qui arrive souvent pour les violences commises. Qui sont des faits qui sont avérés d'ailleurs par le corps médical, qui dit que souvent un fait. traumatisme ressort 10 à 15 ans plus tard. Ouais. Tout à fait, et ça arrive beaucoup chez les enfants et les très jeunes personnes. C'est important de faire ces petites modifications législatives. Je pense que Marlène Schiappa a annoncé aussi une loi pour 2018. Une fois de plus, c'est des avancées qui sont quand même vraiment à saluer. La loi, en même temps, une fois qu'elle est là, il faut aussi qu'elle soit appliquée. Moi, je prends l'exemple, par exemple, d'une femme demain qui va au commissariat, un peu dans cette vague aussi MeToo et qui se libère de sa parole. Si elle se retrouve en face, ça peut arriver d'un policier qui n'est pas formé et qui lui dit je sais pas trop comment on va pouvoir enquêter, déposer plutôt une main courante. Ou qui demande comment elle était habillée, par exemple, des choses comme ça. Ou qui lui Ça pose peut des décourager, questions. Mais même le dépôt de main courante, par exemple, ça va empêcher la poursuite de l'enquête. Or, aujourd'hui, le dépôt de main courante, il est interdit. Les policiers ont l'obligation de prendre un dépôt de plainte lorsque des faits pénalement condamnables sont a priori qualifiés. Donc si ça n'arrive pas, la loi, c'est très bien qu'elle existe, mais elle ne pourra pas être appliquée. Donc ce qu'il va falloir faire dans les mois qui viennent, c'est renforcer les moyens, notamment auprès des structures qui accompagnent ces victimes vers la justice. Parce que c'est elles qui permettent que le déroulement de l'action de la victime vers la justice puisse atteindre son but. Est-ce que les hommes acceptent d'en parler dans un cadre familial, amical? Est-ce qu'il y en avait beaucoup aujourd'hui à vos côtés? Oui, il y en avait. Ils étaient là en position d'observateur. Je pense que les hommes font partie de l'équation, évidemment. Je pense qu'ils prennent conscience progressivement des faits. Comme je vous disais tout à l'heure, je pense que la plupart des hommes pensaient que c'était des actes d'inconnus, des actes isolés. Et je pense que les hommes ont besoin de clés
en fait. J'ai rencontré pas mal d'hommes qui m'ont demandé mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je leur ai dit mais soyez nos alliés vigilants. Ne faites pas preuve de camaraderie vis-à-vis de collègues, de patrons, d'amis qui débordent dans leurs actes. Vous devez être à nos côtés. On n'a pas besoin, on n'est pas des êtres faibles, mais on doit être vigilants sociétalement, tous ensemble, sur ces actes-là. Un dernier mot peut-être sur cet aspect-là? Oui, on en revient toujours à la question de l'éducation, effectivement. J'aime bien l'idée d'alliés vigilants, parce qu'effectivement, je pense que c'est encore une fois aux femmes d'être partie prenante de leur libération, de leur émancipation. Après, évidemment que ça ne se fera pas sans les hommes, et que donc, effectivement, ne pas rire à une blague sexiste, c'est un soutien, en fait. Ça paraît anodin. Pas créer de connivence inutile. Exactement, puisque malheureusement, il y a aussi le côté où la parole d'un homme vers un autre homme a plus de poids que la parole d'une femme. Merci et que beaucoup. parfois, pour arrêter, c'est plus facile et ça vient d'un homme. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir pris part à ce débat. Et on se retrouve dans un instant pour un nouveau rappel de l'actualité en compagnie d'Éric Morillo. Et puis la suite, bien sûr, de 20h foot à suivre. À tout à l'heure.